D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un crevard de la pire espèce. Enfin, vous voyez, dans un groupe de personnes, il y a toujours un idiot qui ne comprend rien à rien. Eh bien moi, je suis celui qui va trouver cet idiot et le rabaisser ouvertement. Et pour ça, je suis un bel enfoiré, doublé d'un paresseux de haut niveau. Bref, la combinaison de trop. Mais récemment, j'ai rejoint un groupe de soutien. Oh, rien d'extraordinaire, il était tout ce qu'il y a de plus banal. Nous nous sommes rencontrés en ligne et avons très vite conclu d'un endroit calme pour notre première réunion. Une fois tout le monde sur place, nous nous sommes assis en tailleur en formant un cercle. Un vrai truc de hippie. L'un d'entre nous s'était déjà levé et avait pris les devants en versant une tasse de thé à chacun avant de prendre la parole. Bonsoir, je m'appelle Jérôme. Vous pouvez boire votre thé, mais uniquement après avoir révélé aux autres la raison qui vous a poussé à être avec nous ce soir. Si vous le permettez, je vais ouvrir le bal. Jérôme nous a alors raconté que personne ne l'avait jamais aimé. Oh, je pouvais facilement deviner pourquoi. Ce mec était moche comme pas deux. Après avoir terminé et pris une gorgée de thé, il a passé la parole à la petite brunette située sur sa gauche. Milieu. A-t-elle dit tout simplement, avant de compléter. Mes parents. Court et précis, pas de fioritures. Je l'aimais bien cette Miyu. Ce n'était sûrement pas l'idiot du groupe. Avant d'arriver jusqu'à moi, la parole est passée par un vétéran de guerre amputé des 2 jambes, un homme d'affaires ruiné, un drogué et une vieille femme malade. Puis enfin, mon tour est venu. Sobrement mais fermement, j'ai expliqué la raison de ma venue. Eh bien, je suis un enfoiré. Tout le monde me déteste. Dès que j'ai eu fini, je me suis empressé de prendre une gorgée de thé au long pendant que le petit gros avec un œil au beurre noir prenait la parole, nous racontant ses déboires d'obèse. Quand il a eu fini à son tour, il a goulûment avalé sa tasse de thé. À peine quelques secondes plus tard, Jérôme s'est écroulé, comme foudroyé, suivi de Miyu. Oh, surpris, le petit gros a lâché un couinement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? A-t-il geint, alors qu'autour de nous, ils tombaient tous un par un comme des mouches. Ah, parfait, j'avais trouvé l'idiot. Eh bien, tu savais à quoi t'attendre en rejoignant un groupe de soutien pour suicidaires, non? Ai-je répondu, crachant par la même occasion le thé qui macérait dans ma bouche depuis maintenant quelques minutes. Ils soutiennent les suicidaires. Personne n'a envie de mourir seul, gamin. À ce moment précis, il était devenu blanc comme un linge, ses yeux écarquillés dirigés au fond de sa tasse. Sans doute mon instant préféré. Ces réunions de suicidaires sont vraiment un endroit de choix pour un sadique. Et, cerise sur le gâteau, je n'ai jamais eu à lever le petit doigt. Je vous avais bien dit que j'étais un bel enfoiré, doublé d'un paresseux de haut niveau. Stupide. Stupide. Ah mais je suis stupide. Eh oui. Ah, je me sentais pas si stupide cet après-midi. Je pensais simplement être un bon père. Oh oui, je le pensais. C'était une belle journée. J'avais emmené ma fille en promenade, et les feuilles aux magnifiques couleurs de l'automne craquaient sous nos pieds. Nous nous promenions dans les petits chemins de forêt, pendant qu'elle posait 1001 questions et qu'elle énumérait tous les contes de fées que ces bois lui évoquaient. Je l'ai calmement écouté, amusé, lui ayant moi-même fait connaître ses contes. Non, rien de tout cela n'était stupide. S'approcher de ce vieux puits à souhait était peut-être, cela dit. Ah, ma fille semblait enchantée de le découvrir. Tu l'as déjà fait, papa? Tu as déjà fait un souhait ici? J'en ai fait 2, lui ai-je répondu. La première fois, j'ai souhaité que tu naisses, et tu es venu au monde. Cela ne m'a coûté qu'une seule pièce. Elle a ri, et elle m'a demandé ce qu'avait été mon second souhait. J'ai fait le second souhait quand tu n'étais encore qu'un bébé, lorsque tu es tombé très malade et que les médecins disaient qu'il n'y avait pas d'espoir. J'étais tellement triste que j'ai envoyé un autre centime dans ce puits. Et ce souhait s'est également réalisé car ton état s'est amélioré. Tu es contente de mon souhait? Oui. Mais je l'étais, moi aussi, et je ne mentais pas, j'avais bel et bien fait ce souhait. Je ne lui ai cependant pas raconté toute l'histoire. Je ne lui ai pas dit comment, après avoir jeté la pièce dans le puits, celle-ci était revenue et avait atterri à mes pieds. Je ne lui ai pas dit que lorsque j'avais touché la pièce, j'avais tout de suite compris que la chose qui se trouvait là-bas, ou peut-être même le puits lui-même, émettait un souhait en retour. Ah, il attendait bien plus qu'une vulgaire pièce. Est-ce que maman a fait un vœu, elle aussi? Avait-elle demandé. Je savais qu'elle finirait par poser cette question. Elle pensait toujours à sa mère, bien qu'elle ne l'ait jamais vraiment connue.
J'avais dit à tout le monde que ma femme nous avait abandonnés. Mais à elle, je lui avais juste raconté à quel point sa mère était une femme aimante et dévouée, avant de se volatiliser. Dans son imagination, sa mère était une sorte de reine disparue de longue date et elle, sa princesse. Non. Non, lui ai-je répondu. Je n'ai jamais emmené ta mère ici. Sauf que si. Je l'avais fait. Une fois. Parce que certains souhaits coûtent plus cher que d'autres. En ce soir d'automne, quelqu'un est maintenant en train de frapper à ma porte. Poussant des gémissements qui ressemblent vaguement à mon nom. Je peux sentir une odeur horrible. Une odeur de moisi, semblable à celle d'une cave ou d'une grotte humide. Un long silence s'installe avant que le bruit de la fenêtre pulvérisée par une main squelettique ne vienne le chasser. L'odeur de moisi est lentement remplacée par la puanteur de la chair décomposée. Stupide. À quoi ai-je pensé? Mais quel autre souhait une petite fille aimant sa mère disparue aurait pu faire? Mais pourquoi je lui ai donné cette foutue pièce? De temps en temps, avec d'autres personnes de ma promo, on organise des soirées dans un petit restaurant près de la fac. On prend le temps de faire le point sur la semaine, de se raconter nos vies, de parler des profs et de se plaindre de l'excessive quantité d'examens et de devoirs. Ce soir-là, on discutait des moyens de transport. La plupart d'entre nous se rendaient à la fac en transport en commun, mais avec la grève, on avait dû changer nos habitudes. Un ami nous a expliqué qu'il avait dû emprunter la voiture de ses parents et qu'elle était malheureusement endommagée, mais il nous assurait qu'il n'y était pour rien. Curieux, nous l'avons pressé de nous donner plus d'informations, et ce qu'il nous a raconté était plutôt absurde. Un soir, il rentrait après la fermeture de la bibliothèque universitaire vers 20h. Il faisait déjà nuit, et il est passé par une partie un peu désaffectée de la ville. Alors qu'il attendait à un feu rouge, il a eu collision. C'était comme si une voiture était rentrée dans l'arrière de la sienne. Il est sorti, fâché et paniqué à l'idée de devoir annoncer la nouvelle à ses parents, espérant que l'autre conducteur accepterait de remplir un constat. Il a ouvert la porte, regardé autour de lui, fait le tour de la voiture. Il n'y avait personne. Puis il s'est souvenu qu'il roulait seul depuis plusieurs minutes. Avant le choc, il n'y avait aucun bruit. Pourtant, l'arrière de la carrosserie avait bien une indentation, juste à l'endroit où elle avait été percutée. Mais c'était plus léger que prévu. Très confus, il est rentré chez lui. Ses parents se sont montrés compréhensifs, heureux que leur fils n'ait rien de grave. 2 jours plus tard, il est à nouveau passé par cette route pour rentrer chez lui. Lorsqu'il a vu le même feu passer au rouge, une sensation de panique l'a envahi, comme une envie de quitter les lieux immédiatement. Cette fois-ci, la collision s'est faite à l'avant. Il en était sûr maintenant. Il n'y avait personne, aucune voiture devant lui, aucun obstacle qu'il aurait pu percuter. La route était complètement vide. Sans même sortir de la voiture, il est rentré chez lui aussi vite qu'il a pu. Quelques jours plus tard, alors que la voiture était en réparation, le garagiste lui a dit « C'est bizarre, il y a un reste de peinture de la voiture qui vous a percuté. »« La voiture ?» a répondu mon ami. « Mais j'ai eu 2 collisions 2 jours différents. Ça ne peut pas être la même voiture. » Le garagiste lui a expliqué que c'était la même peinture, à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs, c'était une couleur assez rare, recherchée par les collectionneurs, car la peinture originale n'était plus produite depuis la fin des années 60. Le reste de la soirée était beaucoup plus calme. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un s'étant fait percuter 2 fois par une voiture fantôme. La première fois que c'est arrivé, je m'apprêtais à monter dans l'avion. Un appel provenant d'un certain inconnu s'était affiché sur l'écran de mon téléphone. C'était une sonnerie que je n'avais jamais entendue auparavant, et j'étais à peu près sûr de ne l'avoir jamais installée. En temps normal, je ne me serais pas arrêté pour y répondre, mais j'attendais une prise de contact au sujet d'un emploi pour lequel j'avais passé un entretien la semaine précédente. J'ai pris une profonde inspiration avant de décrocher. Bonjour ? Ne montez pas dans l'avion. C'était la voix d'un homme, brouillé et étrange, comme si ses cordes vocales avaient été déchiquetées, et je l'entendais tant bien que mal en dépit de sa voix étouffée.
Malgré la faible qualité et la sonorité fracturée de sa voix, son ton était insistant et étrangement calme. Suite à cette unique phrase, l'échange s'est terminé. Je me suis figé. J'avais toujours une légère phobie des voyages en avion, et cet appel était très étrange. Après ça, impossible de prendre le vol de 7 heures. Je me suis retourné et me suis dirigé vers l'aire de restauration. Je me suis simplement dit que je prendrais un autre vol cet après-midi. 3 heures plus tard, en regardant la télévision depuis le terminal, j'ai vu s'afficher les images du crash de l'avion dans lequel j'aurais dû monter. Aucun survivant. Pas un seul. J'ai tenté de retracer la transmission. La police également, mais sans résultat. Il n'y avait aucune preuve que mon téléphone avait reçu cet appel. Ils ont pourtant analysé les enregistrements téléphoniques, les communications entrantes et sortantes, mais rien. Mais je n'inventais rien. Comment aurais-je pu? Ça n'a pas été le seul contact. J'ai reçu d'autres coups de fil similaires au cours des années passées. Ils étaient peu nombreux, mais ils disaient toujours la vérité. Et au regard de cette première expérience, je les ai toujours écoutés. N'allez pas à ce date ce soir. 5 mois plus tard, mon date potentiel a été reconnu coupable des meurtres de 4 hommes. Tous avec ma couleur de cheveux et ma silhouette. Ils ont été retrouvés dans une fosse, pas très loin du restaurant où on était censé se retrouver. Ne prenez pas la route pour aller au concert ce soir. Le conducteur d'un poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule et s'est renversé sur une file de voitures. Chaque conducteur a été écrasé et tué sur le coup, sur le tronçon d'autoroute où j'aurais dû passer. Peu importe que j'achète un nouveau téléphone ou que je déménage à l'autre bout du pays, les appels continuaient toujours. Je pouvais presque sentir la présence de quelqu'un veillant sur moi. Je me suis imaginé au fond de l'océan glacial, toujours attaché dans mon siège d'avion. Je me suis imaginé dans cette fosse pas loin du restaurant, et je me suis imaginé devant le poids lourd dérapant vers ma voiture, voyant ma mort imminente et ressentant la pression du véhicule écraser ma poitrine. À chaque fois, j'avais été si proche de franchir cette ligne si fine. Si je n'avais pas eu d'entretien d'embauche dont j'attendais la réponse, je n'aurais jamais répondu à ce premier coup de fil. Ça aurait été la fin pour moi. Au bout d'un moment, ces appels ont fini par me rendre parano. Il y avait toujours cette voix fracturée et déformée, et ces mots qui me semblaient irréels. Ces signaux d'alerte toujours exacts, ce qui m'effrayait d'ailleurs un peu plus à chaque fois. Mais le principal, c'est que j'étais vivant. Quelques mois après le dernier événement, j'ai planifié une croisière d'1 semaine entre amis, avec des potes de l'université. J'avais hâte de passer ces vacances sous les tropiques, surtout en plein hiver. Mais une partie de moi pouvait presque sentir que l'homme allait me contacter. Peut-être que j'avais trop regardé le film Titanic, et une peur tenace me tenaillait le ventre depuis que nous avions réservé. J'espérais que ça se passerait bien, mais je savais que si quelque chose devait arriver, mon téléphone allait sonner. J'en étais sûr. J'avais vraiment envie de faire cette croisière. Mais si quelque chose devait m'arriver, ça ne valait pas le coup de découvrir le sort horrible qui m'attendait dans cet océan sombre et froid. 1 semaine avant la dite croisière, je marchais vers mon appartement après un dîner entre amis. Mais lorsque je suis rentré, j'ai remarqué que j'avais reçu un appel en absence du désormais familier inconnu sur mon téléphone. Le numéro ne m'avait jamais laissé de message auparavant, mais le fait est que je n'avais pas vérifié mon portable de toute la soirée et n'avais donc pas pu répondre. J'ai aussitôt appuyé sur écouter le message, et j'ai senti mon estomac se nouer lorsque la voix a commencé à parler depuis le haut-parleur de l'appareil. Comme à l'accoutumée, elle sonnait terriblement déformée, comme si elle émanait d'une gorge en lambeaux, crépitant avec plus d'urgence que je ne lui en avais jamais entendu. Les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Je balayais mon appartement, les yeux pleins de panique en écoutant la voix du téléphone répéter encore et encore la même phrase, inlassablement. Ne rentrez pas chez vous après le dîner ce soir. Ne rentrez pas chez vous après le dîner ce soir. Ne rentrez pas chez vous après le dîner ce soir.